Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus à cette conférence qui a pour thème les femmes et le voyage. Merci à Elvire pour l'animation. Merci à Charlotte et Louise pour leur présence et leur intervention. Merci à Lucie évidemment pour leur co-organisation. Et merci à Sarah et Yelena pour leur coup de pouce qui n'est pas négligeable. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vous souhaite un très bon moment, j'espère, je sais déjà de qualité. Bonne conférence. Bonsoir à toutes et peut-être à tous. Je suis très heureuse de présenter et d'animer cette discussion. Donc, malheureusement, on a une invitée qui a dû se désister, mais je suis très contente quand même qu'on soit toutes les trois ensemble. Donc on va avoir une discussion avec Charlotte Soulary, à ma droite, qui est militante éco-féministe, qui est aussi l'autrice de La Guide de Voyage, qui est à la fois un blog dont tu vas nous parler, mais aussi un ouvrage éponyme. Et Héloïse Van La Pelgem, toi tu es doctorante en cinéma audiovisuel, en études audiovisuelles, et tu t'intéresses aux femmes, à la représentation du voyage et des femmes dans le voyage, dans les films de road trip. C'est un intitulé beaucoup plus long, mais je vais te laisser après expliquer le sujet de ta thèse. Donc on va parler aujourd'hui de voyage sous différentes façons, de femmes et de voyage, de représentation des femmes dans le voyage, de l'espace des femmes dans le voyage et dans l'espace public. On parlera aussi d'écologie, car oui, tout cela est lié. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu voudrais bien, Charlotte, nous parler de ton travail, de comment est née la guide, comment est née la guide, l'idée de la guide du voyage, et comment est-ce que c'est devenu progressivement un projet peut-être plus grand que ce que tu pensais? Ah ouais, ça carrément. Il fonctionne. Bonjour, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc la guide de voyage, c'est un guide de voyage qui ne parle que de femmes. Donc un guide de voyage féministe et qui porte sur Paris, sur la ville de Paris, et qui ne met en avant que des femmes, des femmes dans l'histoire et des femmes dans le patrimoine de la ville, mais pas uniquement. Enfin, j'expliquerai un peu plus. Et bon, assez logiquement, c'est né en voyage, l'idée. À un moment où, alors moi, je vivais aux États-Unis j'ai vécu 6 mois aux États-Unis. Et juste après, je suis partie en road trip en Asie. Donc j'ai visité 6 pays en 3 mois. J'ai eu un espèce de boulimie de visite à ce moment-là. Donc j'ai vraiment visité, j'ai été voir beaucoup de musées et tout ça, visité beaucoup de lieux. Et en fait, j'étais déjà une militante féministe avant de partir en voyage. Et j'avais pas envie de... Comment dire, c'est comme si... s'il fallait que je me laisse de côté mes engagements féministes en voyageant, alors qu'en fait, moi, j'avais envie que ça aille ensemble. Et donc, très vite, à la fois déjà quand je préparais, et puis sur place, je me posais régulièrement la question de comment avoir des informations sur l'état du débat sur les droits des femmes dans les pays que je visite, comment avoir des informations sur les femmes qui ont marqué l'histoire dans les pays que je visite, et puis comment faire en tant que femme en voyageant seule. Moi, j'ai eu très souvent la trouille. Ça m'est arrivé une fois de changer d'hôtel quasiment au milieu de nuit parce qu'il y avait un gars qui me faisait peur. Donc, il y avait aussi ça qui a dès le départ été dans ma réflexion. Et en fait, je ne trouvais pas vraiment d'informations, quoi. Il y avait... J'ai souvent tapé sur Google voyage femmes et puis femmes plus le pays que je visitais. Je ne trouvais pas d'informations particulièrement utiles. À part des choses qui sont quand même sacrément essentialistes et puis qui critiquent l'idée même que les femmes aient envie de voyager seules, qui disent vaut mieux rester chez vous parce que quand même c'est trop dangereux, ou bien quand on cherche l'histoire ou le patrimoine d'un point de vue genré, en fait il n'y a quasiment rien. Enfin, on visite des musées où il y a quasiment que des hommes qui sont affichés, que ce soit dans les musées d'art ou dans les musées d'histoire. On lit des guides de voyage dans lesquels il y a très peu de femmes mentionnées dans l'histoire du pays. Et en fait, juste à un moment, je n'en pouvais plus.
Et moi, j'ai fait par moi-même des recherches. J'avais la chance d'avoir un réseau féministe international quand même déjà avant de partir, donc j'ai rencontré à chaque fois dans les pays des activistes. Mais c'est juste, je me suis dit, en fait, alors c'est super, moi j'ai cette chance-là, mais n'importe qui part en voyage devrait pouvoir avoir un outil pour voyager autrement, en s'intéressant voilà, à la place des femmes dans l'histoire et puis dans le patrimoine des pays qu'elles visitent, éventuellement avoir des idées aussi de lieux particulièrement intéressants portés par des femmes dans les pays, que ce soit des restos, des hôtels, des lieux culturels, des festivals aussi. Il y a plein de festivals de films de femmes, par exemple. Il y a maintenant pas mal de musées aussi dans le monde centrés sur les femmes. Et donc tout ça demande à être référencé et l'information demande à être partagée. Donc je suis revenue de ce voyage-là avec l'idée de la guide de voyage. Je ne sais pas si je développe tout de suite, mais... Peut-être, je vais faire rebondir, mais peut-être qu'après on parlera après, va y arriver. Héloïse, toi, du coup, tu as étudié un corpus de films dans lequel on voit des femmes qui voyagent. Et j'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de films dans lesquels des femmes voyagent seules? Et quelle est leur destinée la plupart du temps? Mais pareil, peut-être je vais juste dire un mot sur comment je suis arrivée là, parce que c'était intéressant de t'entendre dire que toi tu avais vu qu'il y avait un manque en fait par rapport à des référents culturels sur la question du matrimoine. Moi en fait je me rends compte que c'est un petit peu ça, mais cette fois-ci dans un genre cinématographique précis qui est le genre du road movie, donc c'est un genre américain. Où moi j'ai eu cette idée aussi après un voyage, en fait entre ma licence et mon master, vraiment j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et j'étais en histoire de l'art et je me suis dit je ne me vois pas poursuivre là et en fait ça sert à rien d'aller faire un master dans quelque chose que je ne crois pas. Et je suis partie pendant 1 an en Australie où j'ai été au début fille au pair pour financer mon voyage et ensuite en fait j'alternais des voyages un peu de fille au pair dans des familles et pendant 1 mois je repartais en Australie pareil, comme on dit maintenant en backpacking avec un sac sur le dos. Et je suis allée aussi en Nouvelle-Zélande et en Indonésie, à Bali et ensuite à Singapour. Et quand je suis rentrée, j'aimais déjà les voyages, mais c'est vrai que là, je me disais comment est-ce que je peux faire pour concilier en fait 3 passions que j'ai, parce que j'ai pas non plus envie d'arrêter mes études, j'avais envie de reprendre donc avec un master. Et je me suis dit plutôt le cinéma parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aussi aimé, mais j'ai jamais osé. Et en fait, tout simplement, je me suis dit je vais mélanger en fait mes 3 passions, le féminisme, le voyage et le cinéma, et je me suis rendu compte en faisant des recherches que finalement en France en tout cas il n'y avait aucun contenu justement sur les femmes qui voyageaient au cinéma, et quand j'ai cherché aussi dans des sources anglophones il n'y en avait pas non plus. Donc ça c'était à l'époque de mon mémoire en 2015, donc j'ai fait d'abord un mémoire en fait de 2 ans sur ça et là j'ai poursuivi avec ma thèse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, quand je cherchais des sources, il y avait juste peut-être des articles ou un chapitre d'ouvrage qui faisait peut-être 2 ou 3 pages sur Thelma et Louise. Donc c'est vraiment le film le plus connu et quand je présente ma thèse, à chaque fois on me parle de ce film-là. Et je suis contente parce que j'adore ce film, mais c'est vrai que c'est du coup, c'est juste, on va dire, c'est l'œuvre vraiment matricielle des femmes en voyage au cinéma. Mais les gens vraiment en connaissent pas beaucoup. Et même moi, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches que mes connaissances étaient limitées. Donc pareil, finalement, il y a un peu un espèce de manque. Bon, déjà dans la réception en tant que public, c'est pas les films qu'on connaît le plus. Et ensuite, même si là ça commence à changer ces 10 dernières années, il y a de plus en plus quand même de road movies avec des femmes. Il y a par exemple Wild, peut-être que vous avez vu, de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon. Il y a eu Tracks aussi, où d'ailleurs ces 2 récits, ça s'inspire de femmes qui ont réellement existé, puisque Cherry Strait dans Wild, c'est une femme qui a traversé en fait ce qu'on appelle le Pacific Crest Trail, donc c'est-à-dire qu'elle est partie du Nouveau-Mexique aux États-Unis pour aller jusqu'à la frontière en fait avec le Canada pendant 3 mois sans expérience. Donc elle a fait ça toute seule et elle-même elle n'y croyait pas trop, personne n'y croyait et elle l'a fait. Elle en a fait un ouvrage autobiographique qui a été adapté au cinéma. Et pour Rachel Davidson, c'est la même chose, c'est une journaliste qui a traversé tout le désert australien, mais là c'était plus dans les années 70. Et donc un film en a été fait, Tracks. Donc là, c'est plutôt, on va dire, il y a une tendance à faire des road movies de femmes solitaires en version un peu nomade. En fait, c'est un peu la figure de la vagabonde, quoi. Il y en a eu un aussi, je crois que c'était il y a 3 ans, enfin non, donc 2019, donc c'était il y a 4 ans,
Liliane, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit et qui s'inspire aussi de l'histoire d'une femme dans les années 30 qui a voulu traverser tous les États-Unis et rejoindre la Sibérie par le détroit de Bering, sauf qu'en fait elle est morte en cours de route. Et le film est aussi très très intéressant puisque ça mélange aussi un petit peu des questions d'écoféminisme, parce qu'il y a souvent, on essaie de replacer cette figure de voyageuse dans une nature qui est plus grande, donc dans des grands espaces états-uniens qui étaient plutôt conquis en fait et dominés par les hommes. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces femmes-là sont représentées dans ces road movies. Et ensuite, là où je vais en fait dans mes recherches, que la tendance un peu globale que je dégage et qui m'a un peu déprimée à un moment donné, c'est que au départ en fait il y a un peu une double rébellion, puisque ce sont des femmes qui se rebellent dans les road movies, d'abord on va dire en rapport avec la société en général, donc ça peut être le patronat, le capitalisme, voilà, toutes sortes de choses. Et la deuxième rébellion, c'est forcément le patriarcat, où là elles vont chercher à s'extraire d'une norme de genre, donc à s'extraire de la vie domestique pour quitter le conditionnement d'épouse, de mère, et donc prendre la route pour échapper à ce destin-là. Donc ça, on va dire que c'est plutôt positif, mais c'est vrai que cette double rébellion, souvent dans les road movies que j'étudie, ça s'accompagne d'une double peine, donc ce que j'ai conceptualisé comme ça dans les termes, en fait, dans les conditionnements de cette émancipation sur la route. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir échapper à un conditionnement genré en allant sur la route, sauf que sur la route, elles vont quand même se confronter à ça, avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir la trouille sur la route. En fait, à chaque fois dans les road movies, il y a toujours une espèce de menace constante où on va faire peser sur leur trajectoire le fait qu'elles pourraient être agressées, donc que ce soit physiquement ou sexuellement. Et c'est pas juste une possibilité, en fait la plupart du temps ça arrive, où il y a toujours le motif en fait scénaristique du viol qui vient se mettre sur leur route. Et c'est assez triste parce que souvent c'est aussi un peu le conditionnement pour ensuite arriver à leur émancipation, c'est-à-dire qu'elles doivent passer par le statut de victime dans ces récits-là pour pouvoir s'émanciper, pour en fait traverser des difficultés. Ou par exemple, si on compare avec des road movies masculins, il va y avoir aussi des difficultés à traverser pour les hommes qui voyagent. Pour les endurcir, voilà, c'est vraiment la trajectoire du héros, hein, c'est un peu une sorte de trajet mythique pour créer le héros. Et pour les femmes, en fait, souvent, ce qui va être en souffrance physique, ça va se transformer automatiquement en souffrance sexuelle, quoi. Donc il va y avoir ce prisme-là qui fait partie donc, d'une des parties de ma thèse où ce qu'elles vont rencontrer souvent sur la route, c'est ça, c'est les agressions, la précarité financière, la prostitution. Ça, c'est un motif qui revient vraiment beaucoup dans les road movies que j'étudiais. Donc parfois c'est aussi lassant parce que j'adore les road movies, hein, c'est vraiment mon genre préféré, sinon je ne ferais pas une thèse dessus. Mais c'est vrai que quand je vois un nouveau film avec une femme qui sort, d'avance j'ai l'impression de savoir à peu près ce qui va se passer, et c'est rare quand je me trompe, et donc c'est un peu déprimant. Et la seule fois où ça a un petit peu défait l'horizon d'attente que j'avais, c'était American Honey, qui est aussi assez récent, que peut-être vous avez vu, où certes c'est vrai qu'il y a un espèce de cadre qu'on retrouve où elle a abusé dans sa famille par son beau-père, il y a la précarité financière, elle se prostitue, mais plusieurs fois sur sa route, on a l'impression qu'en fait il va y avoir de nouveau ce motif du viol, mais en fait jamais ça n'arrive. Et donc c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'en tant que spectateur, et spectatrice, on est tellement habitué à ça qu'on pense que ça va arriver, et en fait non, et c'est plutôt un parcours de résilience. Et c'est vrai que ça, c'est un road movie pour moi qui compte beaucoup personnellement, que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressant à étudier pour ma thèse. Du coup je m'arrête là. Mais c'est intéressant, j'étais en train de chercher le nom d'une chercheuse, mais je ne capte pas, donc je ne peux pas vous donner son nom, mais une chercheuse dont j'ai oublié le nom a publié un livre très intéressant qui va dans le sens de ce que tu dis, qui s'appelle The Right Amount of Panic, c'est-à-dire la juste dose de panique, qui explique comment est-ce qu'on conditionne les femmes à avoir peur d'être dans l'espace public, alors qu'en réalité, en France en tout cas, et aux États-Unis, un homme a plus de chances d'être agressé dans l'espace public qu'une femme, statistiquement, et dans une proportion énorme, c'est-à-dire 80%, 75%, enfin vraiment une proportion énorme. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, les femmes ont beaucoup plus peur de vivre des agressions et des violences dans l'espace public, là où en réalité, les lieux sur lesquels elles sont le plus en risque, notamment d'être violées, c'est chez elles, enfin, c'est dans l'espace clos de l'amitié, de la famille, etc. Du coup, je me posais la question de savoir si ces rôles de femmes dans les road movies, ils ont été écrits majoritairement par des hommes ou par des femmes. Comme on va dire, c'est l'industrie du cinéma au sens plus large, donc forcément il y a plus d'hommes réalisateurs, donc c'est plus écrit par des hommes, ces road movies.
Mais après, souvent on place aussi le réalisateur comme vraiment l'auteur premier, qui est à l'origine de tout, et il n'y aurait pas d'autres points de vue autres dans la réalisation d'un film. Mais si on regarde Thelma Louise, c'est réalisé par Ridley Scott, mais la scénariste c'est Callie Khouri, qui est une femme, et qui est ouvertement féministe. Et justement, elle voulait que le film soit fait à la condition que le scénario reste tel quel. Et il y a justement ce qu'on appelle maintenant un female gaze, donc un regard féminin à l'écran, même si le réalisateur est masculin. Donc je dirais que c'est sûr que majoritairement c'est des hommes, même quand on voit l'histoire du road movie. Bon, surtout dans les années 70, les premiers road movies qui sortent, c'est Easy Rider ou plein d'autres road movies avec des hommes. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a par exemple 5 pièces faciles avec Jack Nicholson, Vanishing Points. Et quand c'est pas des hommes seuls sur la route, ça va être des duos en cavale, donc plutôt des duos hétérosexuels. Et même quand il y a une femme, donc dans ce duo-là, elle est plutôt reléguée au second plan. Donc c'est plutôt le sidekick du héros, où elle va plutôt servir de décor, elle va rester sur le siège de la passagère, et ça va plutôt être le héros qui va être sur le siège conducteur. Donc c'est vrai que même quand il y a des femmes, en tout cas à l'origine du road movie, à l'émergence du genre, c'est pas des rôles très complexes. Et c'est pas du tout des représentations progressistes. Et forcément, le fait que ce soit des réalisateurs majoritairement masculins, ça aide pas non plus. Enfin, en tout cas, la seule réalisatrice dans les années 70 qui fait un road movie, c'est Barbara Loden pour le film Vanda. Mais le film, il est pas non plus gage de représentation progressiste, parce que si vous le voyez ou si vous l'avez vu, pendant tout le film, elle parle presque pas. En fait, on dirait qu'on l'a privée de parole. Et en fait, même si elle s'extrait, on va dire, de l'environnement familial où elle quitte le rôle de mère et d'épouse, en fait, elle retombe dans une relation avec un homme où elle est soumise pendant tout le film et elle n'est pas vraiment maîtresse de ses décisions. Enfin, c'est assez particulier quoi, comme film. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient souvent, ou même quand il y a des femmes qui s'extraient sur la route dans les films. Bon, l'émancipation, elle n'est pas forcément immédiate en fait. Il y a toujours quelque chose qui vient la ramener au fait qu'elle est femme. On vient toujours lui rappeler son genre, quoi. Charlotte, est-ce que ça t'étonne, cette représentation aussi nette dans les films? Et est-ce que pendant tes mois de voyage, tu as rencontré beaucoup d'autres femmes qui voyageaient seules? J'en ai rencontré suffisamment pour faire des bouts de chemin avec d'autres femmes. C'est quand même le gros avantage de voyager seul, c'est qu'on est quand même plus finalement en contact avec d'autres voyageurs et voyageuses. J'ai notamment rencontré moi j'ai fait que 3 mois de voyage, mais une des personnes avec qui j'ai fait un bout de chemin, elle a vraiment a dû passer 2 ans autour du monde. C'était vraiment très, très long voyage, je sais pas comment elle a réussi à rester aussi longtemps. Mais d'ailleurs avec une problématique du coup financière, c'est que dans un précédent voyage où j'avais passé 6 mois en Afrique de l'Ouest, j'étais à l'époque avec mon compagnon, on avait vraiment voyagé de façon très route parce qu'on n'avait pas les moyens, on était trop jeunes, on était partis sans économie avec juste un aller simple, et j'avais pu le faire parce que je voyageais pas seule. Là, je me suis finalement, j'ai payé des hôtels un peu plus chers parfois parce que je me suis fait un vrai stress à un moment donné sur certains hôtels pas chers où en fait les portes elles sont très très mal fermées, ou les dortoirs à 1 €, il y en a plein en Asie. J'en ai fait avec d'autres voyageuses quand on était plusieurs, mais c'est souvent des dortoirs mixtes, donc en fait moi j'avais tendance à payer plus cher ma chambre d'hôtel pour avoir une chambre toute seule, enfin une vraie chambre, et puis une porte qui ferme bien quoi. Donc on a souvent croisé ce genre de problématique avec les autres femmes que j'ai pu croiser en voyage. Mais en même temps, effectivement, il y a aussi, j'ai jamais de ma vie ressenti autant de liberté que pendant ce voyage. Bien plus que dans les voyages où j'étais pas seule. Donc c'est ça qui est très contradictoire, c'est que d'un côté, oui, on stresse un peu. Je pense que je sortais moins le soir aussi que ce que je fais d'habitude à Paris, ou que ce que je peux faire quand je suis en voyage avec d'autres personnes. Je sortais un peu moins le soir, donc je me faisais des belles journées de voyage, mais voilà, moins de soirées. Mais cette liberté qu'on a, elle est assez peu, je trouve, visible dans les films. Alors, c'est peut-être le female gaze qui permet ça, je sais pas, mais en tout cas, elle est très dure à expliquer, à pointer du doigt, et même à mettre en mots, je trouve, cette liberté-là. Cette espèce de page blanche, cette espèce
le monde est à toi, enfin vraiment quelque chose qui n'arrive que en voyage en fait, et en voyage seul. Parce que aussi c'est le seul moment où on est aussi en rencontre avec soi-même, quoi. Donc on a plus de temps pour processer ce qui se passe dans notre journée, pour en fait se poser tout simplement, et je pense que c'est de là que naît la liberté, et c'est ça qui fait que c'est un enjeu aussi féministe, extrêmement féministe, de pouvoir voyager, donc et de pouvoir à un moment donné se l'autoriser. Parce qu'à l'inverse, j'ai aussi beaucoup rencontré de personnes avant et après avoir voyagé seule, de femmes qui me disaient mais moi j'oserais jamais, j'ai toujours rêvé d'eux mais je le ferai jamais, ou j'ai jamais voulu le faire, et ça me rend extrêmement triste en fait. Donc et c'est toute la difficulté, parce que moi je me suis toujours sentie un petit peu presque coupable de pointer du doigt les violences en voyage ou la peur en voyage, parce que je n'ai pas envie d'entretenir ce mythe qui est un mythe masculiniste par excellence, qui fait partie du système patriarcal, que de dire c'est dangereux pour les femmes de voyager. J'ai pas envie d'entretenir ça, mais en même temps, la réalité est que oui, je ressens une peur, et qui est la même que quand on prend le métro à Paris tard le soir, quoi. Donc arriver à trouver un juste milieu est pas toujours évident. Je sais pas si je réponds, mais je peux sur autre chose. Je veux juste faire un petit sondage et vous demander de lever la main si vous avez déjà voyagé seul. Okay. On est à moitié-moitié de la salle. Pour les gens qui écoutent. Héloïse, dans un article sur le féminisme et l'antispécisme, tu expliques comment les femmes sont assimilées aux terres sauvages qu'il faut dompter. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, non, c'est pas moi c'est une citation que je reprends. Ah, je pensais que c'est toi qui le... En fait, j'analyse cette idéologie-là qui existe, notamment c'est au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, dans tous les voyages d'exploration. Comme toute la partie 1 de ma thèse, je m'intéresse à, pareil, comment la mobilité des femmes a été restreinte et pourquoi est-ce qu'on a associé le voyage surtout à une mobilité masculine. Et donc j'ai trouvé, donc ça c'est notamment l'historien Sylvain Vénère qui en parle dans le tome 2 de Histoire de la virilité, que peut-être vous connaissez, qui a écrit avec Georges Vigarillo. Et c'est très intéressant puisqu'il explique en fait que lors de la révolution industrielle, quand on commence à construire les routes et donc à forcément explorer de nouveaux territoires, la route rectiligne, on l'associe en fait à quelque chose de masculin, en fait, à un espèce de territoire masculin qui va pénétrer les courbes de la nature qui seraient féminines, où il y a toute une idéologie comme ça qui associe la nature, qui est vierge, indomptée, à la femme, qui donc faut domestiquer et donc encore ramener dans le domaine du foyer. Et l'homme, il est là justement pour domestiquer la nature, pour la contrôler, pour la maîtriser, puisque lui, c'est la rationalité, alors que la femme avec la nature, c'est tout ce qui est irrationnel et qui est foufou. Et donc, voilà, il faut maîtriser ça. Et ça, c'est un discours vraiment qui imprègne tout le 18e, tout le 19e siècle dans les discours d'exploration. Et même après, on le retrouve encore transposé aux autres pays, c'est-à-dire qu'on va avoir l'Orient pareil comme une femme, enfin souvent ça va être personnifié dans les récits. On va dire que, par exemple, Bali est une femme séduisante qu'il faut conquérir, et l'Occident va être vu justement comme quelque chose de plutôt masculin. Donc voilà, même dans le discours de la colonisation, il y a clairement une association comme ça encore entre donc, femme nature et homme culture, et en plus tout ce qui est l'Orient fantasmé par l'Occident, c'est aussi un territoire féminin en fait à conquérir. Donc il y a beaucoup cette idée aussi de conquête des terres, comme la conquête du corps des femmes. Et d'ailleurs, au cours de mes recherches, ça m'avait étonnée, j'ai trouvé un terme qu'un historien a inventé. Donc c'est l'historien Eric Lied qui a inventé le terme spermatic travel pour expliquer qu'au cours de l'histoire, avec les déplacements, les conquêtes, les guerres, les invasions, à chaque fois la mobilité était masculine, mais j'ai trouvé ça assez fort comme terme, assez inquiétant, parce que il y a une espèce de... On sent qu'il veut déconstruire ça, mais en même temps, il y a une espèce d'association et d'assignation à la biologie où c'est comme si, de façon innée, en fait, les hommes étaient définis par le mouvement et les femmes non. Et donc, encore une fois, il y a une espèce de mobilité des hommes qui est associée automatiquement à une mobilité même sexuelle, quoi. Donc, il y a... voilà, donc ça rejoint un petit peu là cette idée que
même idéologiquement, c'est quelque chose qui a imprégné beaucoup l'imaginaire collectif et qui a pu aussi empêcher en fait les femmes de voyager. Et il y a souvent un discours qui revient comme ça sur la moralisation de la sexualité. Par exemple, au tout début, à l'arrivée de la voiture, donc il y a une nouvelle conquête, on va dire, d'émancipation, aussi pour les femmes, on les empêche de prendre la voiture. Au début, elles n'ont pas les mêmes droits, puisqu'on dit que prendre la voiture ou d'aller dans les diligences, ça va en fait les faire avoir des mœurs légères, où elles risqueraient en fait de compromettre leur honneur. Donc il y a aussi ce truc-là, pas que dans la voiture, mais avec le vélo aussi, j'ai vu ça, que les femmes qui commencent à faire du vélo, on dit qu'en fait, elles se masturbent avec les vélos et qu'elles vont devenir lesbiennes et que c'est dangereux pour l'hétéropatriarcat, puisqu'en fait, les femmes ne vont plus avoir d'enfants, puisqu'elles ne vont plus avoir besoin d'hommes parce qu'elles ont une scène. Enfin, il y a tout un discours comme ça où dès qu'il y a une nouvelle avancée, que ce soit le vélo, la voiture ou le passeport ou peu importe, il y a toujours un nouveau discours qui dit « Ah non, 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 c'est trop dangereux, la société va péricliter et les femmes elles vont sortir de leur place et c'est trop dangereux. » Donc attention à bien vous protéger quand vous faites du vélo métal. On peut peut-être revenir sur ta guide. Tu veux réagir à ça ? Ouais, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'est vraiment ce qu'explique et ce que dénoncent les militantes écoféministes depuis des décennies. Ça. Et du coup, comme tu as plutôt cité d'autres références, je voulais juste le mentionner parce que cette assimilation des femmes à la nature et de la domination des femmes à la domination de la nature est vraiment ce qu'expliquent bien les militantes écoféministes. Et je pense que oui, ça explique en partie la difficulté qu'on a quand on est féministe et écolo et qu'on veut voyager. C'est aussi que dans l'histoire, finalement, les références qu'on a de voyage, c'est beaucoup les explorateurs, puis les colonisateurs. Et chez les femmes voyageuses, c'est beaucoup les femmes de colonisateurs ou les femmes d'explorateurs, quoi. Donc c'est des femmes bourgeoises qui sont dans un rapport colonial au pays qu'elles visitent et donc c'est pas des références, à part Alexandra David-Néel, il y en a très peu des références de voyageuses pour nous et du coup il y a tout à inventer. Ça veut dire qu'il faut aussi réinventer la façon de voyager d'un point de vue féministe comme écolo, donc d'un point de vue écoféministe, et c'est vraiment pas évident parce que on est toujours dans ce rapport un peu colonial quand on est en voyage dans un pays plus pauvre que le sien, notamment. On est toujours dans des rapports qui peuvent être un peu compliqués de blancs issus d'un pays riche. Et en même temps, on est aussi un peu, nous, les dominés dans le pays dominateur. Donc, moi, j'ai beaucoup ressenti ça en Afrique de l'Ouest parce que, en plus, j'y suis allée pendant que Sarkozy était président et donc je me suis un peu pris dans la gueule comme si je représentais Sarkozy. À l'époque, c'était un peu dur à vivre pour moi qui n'était pas du tout d'accord avec lui, mais du coup, je pense qu'il y a ça, c'est cette position de femmes françaises en voyage nous oblige à penser ces rapports de pouvoir de façon multiple et de façon intersectionnelle. C'est dommage du coup que Jeanne ne soit pas là parce que j'avais envie de poser la question de savoir est-ce que une des solutions n'est pas justement de voyager autrement, mais c'est-à-dire aussi de ne pas forcément voyager en Afrique, de voyager de manière plus locale. C'est vrai que la France a été quand même beaucoup délaissée des Français pendant les vacances avant le confinement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une exotisation de manière générale des voyages dans des pays lointains et une dévalorisation d'une certaine manière des terroirs français ou européens qui ne sont pas forcément connus, qui sont peut-être moins glamour ou valorisés ou esthétisés et qui pour autant sont tout aussi intéressants. Je dis ça parce que je pense notamment à une initiative qui est lancée par Camille Etienne qui a lancé un compte par exemple d'influence écolo, c'est-à-dire en fait de personnes qui postent des photos de voyage en train et donc forcément a priori pas à l'autre bout du monde. On peut voyager à l'autre bout du monde juste en prenant le temps et en le faisant de façon sobre, quoi. En fait, c'est aussi ça. C'est juste que ce qu'il faut plutôt remettre en question, c'est les voyages courts, je pense. Les voyages en avion, en gros. Et donc, et puis, moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'était une aberration écologique, en fait, de passer, de visiter 6 pays en 3 mois, même si c'est des pays où j'ai traversé des frontières physiques. J'ai pas forcément pris l'avion, sauf pour aller aux Philippines. Mais voilà, il y a quand même, bien sûr,
une aberration écologique là-dedans. Et aujourd'hui, moi, je fais plus du tout ça. Enfin, la période de ma vie où je voyageais un peu partout dans le monde est loin derrière moi. Mais je veux quand même rappeler aussi qu'il y a dans le voyage une forme de défi, de challenge personnel. Et notamment sur cette histoire on nous a inculqué qu'il fallait qu'on reste chez nous en tant que femme et qu'on ait peur de voyager, il y a aussi ça, et le fait d'aller loin, pour moi en tout cas ça faisait partie du défi en fait. Est-ce que je peux partir 3 mois seule à l'autre bout de la planète et m'y sentir bien quoi. Donc ça implique pas forcément de le faire en avion, mais en tout cas ça fait pleinement partie du voyage. Donc on peut trouver du défi partout, y compris en bas de chez soi. Mais enfin, voilà. C'est aussi possible, je pense, de voyager de façon écologique, même en allant à l'autre bout du monde, quoi. Oui, je parlais plus pour la question coloniale d'ailleurs qu'écologique. Ouais, moi après ça c'est ma réponse à moi. J'avais besoin, moi, au contraire, d'y aller parce que je me questionnais sur ça. J'avais besoin d'aller dans des anciennes colonies françaises parce que je me questionnais sur mon rôle, sur ma place en tant que Française. Comment est-ce que j'acceptais ou pas mon histoire, quoi que je fasse, cette histoire est la mienne parce que je suis française. Même si c'est pas moi qui ai décidé, j'ai cet héritage que je porte en moi, et d'autres personnes à qui je vais rendre visite, que je vais rencontrer, ont un héritage différent, et je pense qu'on a besoin de le comprendre, et le voyage est aussi une façon de comprendre quand même vachement bien les choses, vachement mieux que les livres d'histoire. Donc moi, ce jour où je me suis pris un coup de poing dans le dos par quelqu'un qui m'a dit Sarkozy, casse-toi de mon pays. En fait, ça m'a aidé à comprendre. C'est con, mais vraiment, ça m'a aidé à comprendre. J'avais besoin de ça. Aussi, je pense, ça fait partie de l'enseignement, peut-être. Et moi, ça a contribué à ma politisation, ce genre de moments un peu durs en voyage, qui sont tout à fait légitimes. Oui, se poser la question, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis dans ce pays, et d'être en capacité d'entendre ce que les autres ont à dire de ta présence dans le pays. Tout ça, c'est important aussi, je pense. En fait, moi, ça me fait penser aussi à ce que tu disais. Je suis d'accord, et il y a, on va dire, comme des espèces de sous-catégories qui se créent en voyage, où, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le tourisme humanitaire, où c'est quelque chose qui pose vraiment problème, où en fait... c'est des ONG qui proposent d'aller construire un orphelinat ou une école, que ce soit en Asie ou justement en Afrique. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui sont complètement... des jeunes qui n'ont pas du tout la formation pour ça, qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas bâtisseurs, qui font en fait des écoles qui arrivent tous les ans, comme ça, il y en a plusieurs. Et en fait, ou des orphelinats, et comme il y en a tellement, parce qu'il y a des voyages humanitaires qui se multiplient en fait chaque année, et c'est ce qui se passe en Asie, en fait, ces ONG, elles enlèvent les enfants de certaines familles pour les placer dans ces orphelinats. Donc c'est une aberration, parce que pareil, c'est des enfants qui n'ont pas besoin, qui ont déjà une famille, et justement pour satisfaire un petit peu l'ego des nouveaux colons, en fait, c'est ça, qui viennent se donner un peu une conscience pendant un mois et se dire ouf, j'ai créé une école où j'ai fait un orphelinat. En fait, ils arrivent et ils repartent un mois après sans savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de suite non plus sur place de ce qui va se passer pour ces enfants-là ou ces familles. Et donc ça entretient aussi une espèce de vision misérabiliste et une vision aussi hyper paternaliste et infantilisante, où on pense vraiment qu'on est le sauveur blanc dans ces pays-là pour les aider, alors qu'on empire la situation. Donc il y a ce genre-là de tourisme humanitaire. Et il y a aussi quelque chose qui scandalise de plus en plus certains pays, c'est ce qu'on appelle le bagpacking maintenant, où c'est des backpackers, donc c'est-à-dire avec qui voyagent en sac à dos, en général à pied, mais qui vont demander en fait aux populations locales de financer leur voyage, et donc ils vont se mettre à mendier. Ça arrive beaucoup en fait en Asie. Et les populations locales sont scandalisées, puisque c'est quand même souvent des Européens, des Occidentaux qui sont privilégiés et qui demandent aux populations locales de financer leur voyage où ils font la manche. Et ça, c'est des situations qui viennent de plus en plus. Alors souvent, il y a une espèce de, je pense, de point de vue naïf, parce qu'il y a un fantasme aussi
autour de l'image, pareil, du vagabond sur la route, qui est aussi nourri peut-être par des émissions que moi j'ai beaucoup aimées à un moment donné, hein, tout ce qui est J'irai dormir chez vous, Nuit et culottée, il y a vraiment, on se repose un peu sur l'hospitalité des peuples chez qui on arrive, mais du coup c'est vrai que ça continue à alimenter une espèce de vision un peu mythologique du voyageur comme ça qui arrive dans un pays et qui est servi par les populations locales, donc ça me faisait penser à ce que tu disais. Et juste pour rebondir aussi tout à l'heure, tu parlais que tu disais que c'est vrai, souvent on connaît plus les récits de colons ou d'explorateurs ou alors ceux de leur épouse. Alors moi j'ai découvert seulement récemment, parce que vraiment j'essaie de faire un tour d'horizon de toutes ces questions-là pour ma thèse. Et alors j'ai trouvé que le premier récit de voyage tout court, c'est celui d'une femme, mais il n'est pas du tout connu, mais il est toujours, on peut le lire, on peut le trouver en bibliothèque. C'est une femme qui s'appelle Égérie. Et donc c'était son récit, elle a écrit, elle a fait ce voyage en 380 après Jésus-Christ et elle a traversé donc toute la vallée de la Drôme pour aller jusqu'au mont Sinaï. Et c'est un récit que personne ne connaît et tout le monde est persuadé que donc c'est d'abord les premiers récits de voyage sont masculins alors que pas du tout. Et pareil, Margery Kempe, c'est au Moyen-Âge. Elle, c'est celle qu'on considère comme le premier récit autobiographique en langue anglaise. Et elle a aussi fait plusieurs voyages de pèlerinage comme ça à Jérusalem, en Terre Sainte. Et elle l'a consigné donc dans un ouvrage, puisqu'en fait, il faut savoir que les voyages de pèlerinage, c'était possible en fait quand on faisait ce type de voyage-là, de voyager seul quand on était une femme, on n'avait pas besoin de chaperon, parce que sinon il fallait automatiquement être accompagné d'un homme. Mais pour les voyages en pèlerinage, ça c'était possible en fait de voyager seul. Et ces récits-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas connus. Et même moi, pendant ma thèse, quand je me renseignais sur l'origine du road movie, forcément j'en suis venue à Jack Kerouac avec Sur la route, parce que c'est un peu la contre-culture avant le mouvement hippie et qui a beaucoup alimenté en fait tout l'imaginaire de la route aux États-Unis. Et alors j'ai découvert un récit incroyable qui est celui de Caroline Cassady, et à chaque fois, alors j'adore en parler, et surtout à mes étudiants, parce que personne ne le connaît, et vraiment je veux remplacer ce récit, je veux remplacer le récit de Jack Kerouac par celui-là, parce que Jack Kerouac, moi, ça me faisait rêver aussi quand j'étais adolescente, et en fait, en lisant celui de Caroline Cassady, je me suis dit, mais ça c'est incroyable, même si elle ne prend pas la route. En fait, Caroline Cassady, c'est la femme de Neil Cassady. Neil Cassady, c'est le meilleur ami de Jack Kerouac, et quand il écrit Sur la route, c'est en fait un peu une autobiographie, mais fictionnalisée, où il s'identifie à Sal Paradise, et Neil Cassady, c'est Dean Moriarty. Et donc, c'est des personnages qui ont vraiment existé, et justement, Caroline Cassady, qui était la femme de son meilleur ami, a, elle, écrit sa propre version en fait, de cette histoire-là, qui s'appelle Sur ma route, donc c'est pas Sur la route. En anglais, c'est Off the road, c'est-à-dire plutôt, on pourrait traduire ça par Sur le bas-côté, puisqu'en fait, c'est 400 pages où elle écrit mais des histoires incroyables, où elle ne prend pas la route, c'est vrai, mais je trouve son histoire fascinante, où justement, elle raconte ce que c'est d'être une femme à la maison dans les années 50, et où elle, toutes les responsabilités, en fait, lui incombent, puisqu'il y a son mari qui part traverser les États-Unis quand il chante, et que ses enfants, à chaque fois, ils sont ravis de voir leur père, on dirait un héros, alors qu'en fait, c'est elle qui fait tout le boulot. Et c'est vraiment un récit fascinant où elle est très lucide sur sa condition, et il y a plein de fois où elle aimerait voyager, et son mari l'en empêche, puisque c'est lui le héros de l'histoire, en fait, et c'est lui avec Jack Kerouac qui part sur les routes aux États-Unis. Mais vraiment, cette autobiographie est incroyable si vous voulez la lire. Vraiment, déjà, ça remet aussi un peu les pendules à l'heure sur les mythes fournis là, par la Beat Generation et par Jack Kerouac, où vraiment ils sont tout le temps en dépression, en train de s'autodétruire, ils sont tous insupportables, vraiment ça casse vraiment les mythes, quoi. Donc ça fait aussi du bien de défaire des figures comme ça, de voyageurs où sur la route vraiment on connaît tous les citations, il y a eu plein d'adaptations à l'écran, c'est vraiment la référence à chaque fois. Et moi maintenant je préfère vraiment en fait lire la version féminine, c'est un peu la version female gaze en fait de Sur ma route que j'aime beaucoup. Merci, je connaissais pas du tout. Ouais, je crois que tu nous as convaincus. En français ou pas? Oui. Ah, super. Sur ma route. Ouais, Sur ma route de Caroline Cassady. Charlotte, tout à l'heure tu disais que tu avais rencontré beaucoup d'activistes pendant ton voyage, notamment beaucoup que tu connaissais déjà. Est-ce qu'il existe des réseaux féministes de femmes qui voyagent seules? Et s'il n'en existe pas, comment est-ce qu'on fait quand on voyage seul pour
essayer de se mettre en contact ou de comprendre ce qui se passe d'un point de vue militant et féministe dans un autre pays? Moi, au moment où enfin, j'avais cherché ça, hein, mais j'en avais pas trouvé. Depuis, il y a plusieurs réseaux qui se sont montés un peu d'équivalent de couchsurfing féminin, quoi. Enfin, de réseaux d'hébergement de femmes seules. Je les ai jamais testés, donc je sais pas du tout si ça fonctionne bien ou pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas cette problématique-là, déjà, elle a été... parce que moi, à un moment donné aussi, je faisais pas mal de couchsurfing, donc je tapais féministe, par exemple, quand je cherchais à une potentielle hôte. D'abord, j'ai toujours été chez des femmes, et je cherchais aussi quelqu'un qui se définissait comme féministe. Je me disais que ça pouvait être une façon aussi d'être bien initiée, on va dire, à la vie locale. Mais après, moi, il se trouve que et je suis toujours une militante pour le droit à l'avortement, et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré des activistes. Et ça, c'est une autre façon de faire aussi, c'est simplement de se renseigner avant d'aller dans un pays sur les lois, sur les mobilisations, et on trouve quand même assez vite maintenant, on tombe assez vite sur les assos, les associations féministes du pays. Une autre façon, c'est de demander aussi aux associations féministes françaises avec qui elles sont en lien, ou d'aller voir. Moi, en fait, j'ai beaucoup été voir des membres du planning familial, du mouvement, du réseau international de l'IPPF, donc le réseau international des plannings familiaux, qui a des membres dans plein de pays, la plupart des pays dans le monde, et donc c'est ces personnes-là que j'allais voir. Après, j'avais aussi un peu mon accroche, c'est que j'écrivais des articles de blog sur ce sujet. Pour pas faire juste un voyage de touriste, mais que ça m'intéressait d'en profiter, quoi, pour échanger avec des activistes et pouvoir un peu écrire des articles en français sur des mobilisations dans d'autres pays. Donc voilà, c'est des façons comme ça. Après, nous, à la guide de voyage qu'on a fait, donc on a monté une association qui s'appelle la guide de voyage, qui est un petit peu en suspens en ce moment depuis quelques années, parce que on a été complètement plombé par le Covid. Comme tous les voyages ont été plombés par le Covid, mais du coup, avoir une association qui fait des blogs de voyage à ce moment-là, ça a été un peu dur quand même. Et donc voilà, on a un peu mis en suspens l'association, mais donc à l'époque, ce qu'on avait fait, c'était un site internet avec des blogueuses qui vivaient dans différents pays et qui écrivaient des articles sur le patrimoine ou l'histoire de leur pays ou des mobilisations locales du point de vue des femmes. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé aussi à faire un premier guide qui a été vendu en librairie en France, puisque moi, quand je suis rentrée de voyage, j'ai voulu... j'avais cette idée de faire des guides de voyage féministes, et du coup, je l'ai fait sur la ville que je connais le mieux et celle où je vis, donc sur la ville de Paris. Et donc, je me suis mise dans la peau d'une voyageuse à Paris, en revisitant tous les grands musées de Paris, et puis, pas que des musées, mais vraiment en revisitant Paris avec un regard féministe, donc, et notamment un regard centré sur le matrimoine. Donc en regardant, en essayant de référencer où sont exposées les femmes artistes dans Paris, par exemple. J'ai hyper galéré au musée du Louvre, qui est quand même super grand, et donc évidemment il n'y avait pas de référence. Il y a une espèce de... Il y a une liste de tous les artistes exposés à Paris, mais il n'était pas trié par... on ne pouvait pas faire de tri par sexe. Donc pour arriver à trouver les 10 femmes artistes exposées au musée du Louvre, ça n'a pas été simple, mais j'ai fini par... les trouver. En plus, elles sont quasiment toutes au même endroit dans une des sections. Donc, bref, voilà, c'est le genre de choses que je mets dans le guide. Je fais des parcours pour aller trouver dans tous les musées les artistes femmes qui sont exposées, ou bien mettre en avant des aspects, valoriser des initiatives aussi de certains musées qui ont fait un travail sur le genre. Par exemple, le musée de l'Homme, qui ne s'est pas renommé, mais qui est resté musée de l'Homme avec un grand H. Mais il était question de le changer, non? Alors j'en sais rien, je sais pas s'il y a eu un débat là-dessus. C'est vrai? C'est bien que ça serait bien que ça arrive un jour, parce que, en tout cas, moi à l'époque où je l'ai visité, donc c'était le guide, on l'a publié en 2018. Et du coup, j'ai fait toutes les recherches en 2017-2018, et il venait d'être la muséographie, le travail avait été un peu quand même
dépoussiéré, et du coup il y avait notamment des panneaux sur le genre, sur voilà, quelques éléments dans le musée qui étaient intéressants à valoriser, donc ce que j'ai fait. Et puis après il y a d'autres musées, genre forcément plutôt les musées d'art moderne ou contemporain qui sont quand même un peu meilleurs, qui peuvent pas avoir ce prétexte de dire il n'y a jamais eu de femme artiste dans la section de l'histoire de l'art que je... Regarde, calme. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc dans ce guide, on trouve à la fois des musées avec les quelques femmes qu'on peut trouver dans les musées. Il y a aussi un travail sur le patrimoine, sur l'architecture aussi, j'imagine. Oui, notamment sur les statues. À Paris, il y a 300 statues d'artistes, enfin voilà, artistiques quoi. Sur les 300, il y en a 40 qui représentent des femmes. Et sur les 40 qui représentent des femmes, il y a beaucoup d'allégories quoi. Enfin, en fait, c'est pas des femmes. Il y a les femmes d'un côté et puis les allégories, donc une statue qui va représenter la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin sur les grandes places de Paris quoi. Et donc pareil, j'ai référencé les statues représentant réellement des femmes. Il y en a beaucoup par exemple au Jardin du Luxembourg, enfin beaucoup, il y en a plusieurs au Jardin du Luxembourg. Il y en a quelques-unes qui sont cachées sur la façade latérale de l'hôtel de ville de Paris. Parce qu'en fait, la façade principale, c'est que les hommes. En fait, c'est le principe de l'hôtel de ville, c'est qu'ils mettent des statues un peu des Parisiens célèbres de l'histoire, enfin, des hommes illustres. Et donc, toute la façade principale, c'est que des hommes. Et la façade latérale, il y a des femmes. Il n'y a pas que des femmes, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver assez de femmes pour faire toute la façade latérale. Et du coup, et le problème, c'est que c'est complètement caché, parce que c'est un jardin qui est un jardin privé qui appartient c'est même pas un jardin public, donc ça appartient à la crèche de l'hôtel de ville, je crois. Donc on peut même pas aller visiter tout le temps, enfin c'est ouvert par moment, mais pas tous les jours, enfin, donc on les voit même pas en fait ces femmes. Bref, c'est ce genre d'exemple que j'ai référencé dans le guide, qui est complètement déprimant, mais voilà, qui était quand même un travail utile à faire, je pense, et qui a un peu contribué dans un moment où enfin quand même il y a eu des mobilisations toujours un peu quand même grandissantes ces dernières années sur le matrimoine, et donc ce guide a permis de mettre en avant le vrai problème avec le matrimoine, et on a commencé suite à des demandes de lectrices, on a commencé à faire des visites guidées aussi. On en a fait un petit peu, pareil on a arrêté, et puis ça a été repris depuis. Il y a plusieurs structures qui se sont lancées, genre notamment Feminist in Paris et d'autres, qui en font maintenant vraiment pas mal, enfin de façon beaucoup plus régulière que ce que nous on avait initié à l'époque. Donc voilà, enfin il y a eu quand même des évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions à Paris sur les noms de rues, même si bon, moi je rêve toujours de grands lieux, genre la place de la Concorde, qui puisse être renommée place de la Concorde Olympe de Gouges, enfin vraiment des grands changements quoi. C'est pas vraiment le cas, mais voilà, il y a eu progressivement quand même ces dernières années une attention grandissante, on va dire, sur la valorisation du matrimoine, et des initiatives par-ci par-là qui commencent à émerger dans le monde du voyage, je pense, un peu aussi. Mais j'ai l'impression que ces initiatives, elles sont généralement assez anecdotiques. Oui. Je pense par exemple à Bien Pantin, qui s'appelle soi-disant Pantine. J'ai jamais entendu parler de Pantine ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que ça soit des micro-effets d'annonce, et qu'en fait, sur le long terme, les villes continuent de porter en fait, un peu partout des noms d'hommes, et qu'en fait, ces femmes-là, on a vu bon, là c'était autre chose, c'était un lycée, mais on avait vu la résistance de Valérie Pécresse au lycée, c'était le lycée Rosa Parks, je pense, qui posait problème, ou Angela Davis. Oui, c'est ça. Après, il y a forcément, il y a des... Mais d'ailleurs, on le voit dans la statuaire, il y a des femmes qui étaient suffisamment consensuelles pour avoir une statue, quoi. Et les plus radicales n'en ont pas eu, quoi. Enfin, donc malheureusement, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Moi, la difficulté, j'ai essayé de voir le verre à moitié plein sur la progression, notamment à Paris. Le verre à moitié vide, c'est de voir qu'ils sont incapables de dénommer des rues pour les renommer avec un nom de femme.
Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, on nous renvoie tout le temps, oui, mais on ne va pas enlever un nom d'homme pour mettre un nom de femme. Alors d'abord, franchement, si on faisait un petit peu la liste de tous les hommes qui sont particulièrement problématiques, qui sont colonialistes, etc., enfin, peut-être que si, en fait, on a le droit, à un moment, de dénommer. Mais aussi, il y a plein de rues qui portent pas des noms propres, en fait, c'est pas des noms de personnes, c'est des noms génériques, rue des oiseaux, bon, bah, désolée pour les oiseaux, mais à un moment donné, voilà, il y a des choses comme ça pourrait être... Et du coup, on se retrouve avec plein de... C'est pas des vraies rues. Donc, par exemple, je sais pas si vous savez, mais il y a une place au Lab de Gouges à Paris. Mais en fait, c'est un carrefour au milieu duquel on a mis un arbre et on a dit c'est une place. Donc, en fait, il n'y a personne qui habite sur cette place, puisque c'est un carrefour et que tout le monde habite plutôt dans l'une des 4 rues. Donc c'est une façon de faire. Après pareil sur la place de la République, ils ont mis quand ils l'ont piétonnisé, enfin tout l'espace au milieu là, les grandes esplanades, elles portent des noms. Là où les garçons font du skate. Voilà, où c'est hyper compliqué de passer au milieu. Et ces esplanades portent des noms. Il y en a une qui porte un nom de femme. Vous voyez, je passe tout le temps de place de la République, j'en ai oublié moi-même là, je suis même plus capable de vous dire le nom de cette femme parce que en fait on ne les utilise pas dans notre quotidien, on ne dit pas rendez-vous, esplanade, truc chose, enfin, on dit place de la République. Donc c'est là, je pense, le vrai problème là, du passage, du changement vraiment de culture, c'est pas juste prendre la place restante qui est vide pour la donner aux femmes, c'est partager la place, partager l'espace, 50-50, et ça, on n'en est pas, effectivement, on n'y est pas du tout. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une demi-heure d'échange. Oui. Est-ce que vous avez des figures de... Je crois qu'il faut le mettre pour le son. Ah oui, du coup, je commence. Est-ce que vous avez des figures féminines de voyageuses qui vous tiennent particulièrement à cœur, que ce soit en road movie, que ce soit des personnages, des personnalités réelles? Lâche le micro, comme ça vous allez passer entre vous. Moi, j'ai mentionné vite fait Alexandra Davinel tout à l'heure, qui a écrit Voyage d'une Parisienne à Lhasa, donc qui est la première femme à être entrée la première femme étrangère occidentale en fait, à être entrée dans Lhasa, qui était fermée aux étrangers, en se faisant passer pour une mendiante, enfin en se déguisant en fait. Et du coup, moi, ce livre m'avait bouleversée. Voilà. Parce que en fait, c'est aussi, c'est ce qu'on disait, hein, il y en a quand même assez peu, malheureusement, des livres qui datent en tout cas. Il y en a peut-être un peu plus des plus récents, mais qui sont, je trouve, un peu superficiels souvent. Les récits de voyage, notamment quand on est dans l'archi... Enfin, voilà, d'abord, c'est quand même beaucoup des récits masculins, et puis dans la recherche du sensationnel, quoi, et qui décrivent assez peu le quotidien. Et je trouve que voilà, Alexandra Davinel, elle parlait, apparemment elle aimait pas du tout écrire, mais enfin elle le fait quand même très bien. Elle parlait de façon assez simple du quotidien d'un voyage, tout simplement. Moi, je vais dire d'abord en littérature, j'aime beaucoup, c'est contemporain, elles sont encore en vie, donc c'est une bonne chose. J'aime beaucoup les livres de Sarah Marquis, qui est une exploratrice suisse, et elle a écrit notamment, plusieurs, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais plus le titre, mais je sais que c'est sa traversée qu'elle raconte en partant de la Sibérie jusqu'en Australie. Et donc ça a duré 3 ans en fait, parce qu'elle fait tout à pied. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un travail à temps plein, comme on disait tout à l'heure, réfléchir aussi au mode de locomotion, comment faire pour voyager de façon écologique et pas comme ça de nouveau enfreindre un petit peu les lois de la nature. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment dans une démarche vraiment de ce qu'on appelle maintenant le slow travel. Enfin, elle, c'est son métier, elle est exploratrice. Et c'est vraiment un récit qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle a réussi à rendre vraiment passionnant des détails du quotidien où juste parfois elle raconte son repas ou l'heure du thé ou parfois elle a ses règles et ça fait partie aussi des réalités du voyage. Et c'est vrai que ça, c'est pas des choses qu'on lit ou qu'on voit parfois
on ne voit pas ces réalités biologiques qui font partie de l'expérience d'être femme en voyage. Et donc j'aime beaucoup Sarah Marquis, surtout que pareil, elle enjolive pas du tout son expérience, où vraiment parfois c'est l'expérimentation du corps qui souffre. Enfin là c'est vraiment tout le temps ça, un peu comme Cherry Strait dans Voyage dans Wild, là du coup c'est cinématographique mais c'est un peu ça. Et puis on voit que plusieurs fois, il y a effectivement des dangers et des risques sur sa route, puisque quand elle est en Mongolie, plusieurs fois, elle manque d'être agressée par des Mongols qui sont soûls. Et à chaque fois, elle y échappe, mais voilà, elle l'écrit et on voit qu'à chaque fois, ça l'arrête quand même pas malgré tout. Et c'est aussi intéressant comment elle parle de son expérience de femme qui voyage, où elle explique qu'elle doit presque se transformer, en fait, se déguiser pour passer inaperçue, et donc elle se déguise en homme. En étant vraiment le plus couverte possible, bon, déjà pour se protéger du soleil, il y a des intempéries, tout ça, mais aussi pour pas se faire remarquer, pour pas qu'on comprenne de loin que c'est une femme et que elle risquerait d'être agressée. Bon, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les récits de voyage. Il y a beaucoup de voyageuses qui se déguisaient en homme. Alexandra Navinil, elle c'était en mendiante pour rentrer au Tibet, mais Odette Dupuy-Godot c'était aussi en homme quand elle était dans le Sahara. Voilà, ça c'est vraiment une pratique, c'est un peu obligatoire, quoi. Donc j'aime beaucoup Sarah Marquis, et aussi pareil une autre exploratrice contemporaine, c'est Linda Bortoletto. Donc j'aime beaucoup aussi son écriture, et elle, pareil, son métier c'est d'être écrivaine et aussi voyageuse, donc tous ses récits c'est ça. Et au cinéma, c'est vrai que je pense le récit qui me touche vraiment le plus, parfois c'est dur quand je monte les extraits en classe parce qu'il faut que je me mette dans la tête que non là juste je monte l'extrait mais j'ai envie de pleurer à chaque fois dès que je monte les extraits. C'est vraiment Wild en fait de Jean-Marc Vallée, ce film me touche énormément. Alors peut-être parce que justement quand je l'ai vu j'étais aussi moi-même en voyage en Australie et même si j'ai pas la même histoire il y avait plein de choses qui répondaient et vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très émouvant et je suis contente aussi parce que pareil quand je le montre en classe souvent je demande entre Wild et Into the Wild, qu'est-ce qui a été préféré? Parce que les films sont souvent comparés et souvent on me dit Wild de Jean-Marc Vallée, donc c'est aussi un peu une victoire parce que c'est vrai que c'est un peu aussi le prototype du Ronovi des années 2000, Into the Wild de Sean Penn. Donc là je suis contente de voir que ça soit étudiant homme-femme, voilà, tout le monde peut aussi se retrouver et s'identifier dans un récit qui est féminin. C'est pas nécessaire d'avoir toujours un référent masculin pour raconter une histoire de mobilité. Donc voilà. Peut-être laisser le micro dans le public. Alors, tout d'abord, merci pour les présentations. Ça fait écho à plein de choses. Je pourrais, je pense, poser des questions toute la soirée. J'essaie de voir par où commencer. J'avais une question plus particulièrement sur... j'ai pas eu la chance de pouvoir répondre au voyage toute seule, pas encore, mais je suis actuellement en préparation pour un très gros voyage, pour me challenger dès le début à un fort niveau, en long voyage à vélo, à travers l'Europe et l'Asie, pour l'année prochaine. Donc je suis sur le début de cette préparation. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de propos, de mise en garde, d'attention sur la condition d'être une femme et les risques qui sont liés à voyager seule. Et j'aimerais avoir votre avis sur comment répondre à tous ces propos, toutes ces ces mises en garde qui sont bien intentionnées au départ, mais qui sont quand même lourdes. Et deuxièmement, plutôt pour Charlotte, sur la peur pendant le voyage, est-ce que ces peurs qui sont normales, qui sont de par cette société qui nous impose un peu ces craintes, est-ce que c'est des peurs qui diminuent à force d'expérience? 3 mois, c'est peut-être un peu court pour répondre, mais est-ce qu'à force de voir que ça se passe bien, est-ce que c'est des craintes qui diminuent ou qui restent quand même à forte intensité tout au long du voyage? Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Je pense qu'on a eu forcément des expériences très différentes, mais moi ça a été bizarre parce qu'en fait j'avais pas peur au début. Justement, je m'étais convaincue parce que c'était traité, je savais que je prenais pas plus j'étais pas plus en danger loin de chez moi que je ne pouvais l'être proche de chez moi. J'ai suffisamment
milité dans des assos féministes avant de partir pour savoir que les violences faites aux femmes, c'est principalement des personnes qu'on connaît, qui sont les agresseurs, quoi. Donc j'ai passé la première moitié de mon voyage, donc je suis partie 3 mois, j'ai passé 1 mois et demi sans jamais, pas sans jamais y penser, mais juste j'avais pas peur. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur à Kuala Lumpur, mais parce que justement, je me suis retrouvée dans un hôtel où glauque, où je croisais que des mecs, et où il y avait cette histoire de porte qui fermait pas bien, et c'est là où je me suis fait un stress, que je suis partie quasiment au milieu de la nuit pour aller dans un autre hôtel plus cher, mais avec une porte qui fermait bien, et je suis devenue un peu focalisée sur cette histoire de porte qui ferme pas bien. Donc en fait, juste typiquement le coup de panique. En fait, un coup de panique, ça peut arriver, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive aussi parfois en prenant le métro à Paris et je vois que je suis toute seule. Je crois qu'on a été tellement conditionnés à avoir peur que malheureusement, il faut vivre avec. C'est triste de le dire, mais d'ailleurs, il faut quand même le dire parce que beaucoup d'hommes de mon entourage ne se rendent pas forcément compte, donc je le dis souvent, que j'ai peur, que c'est irrationnel, mais que j'ai peur et que ça fait partie de mon conditionnement de femme et que t'as bien de la chance, toi, de pas avoir été conditionnée comme ça. Je le dis souvent à des hommes dans mon entourage, mais c'est aussi parce que ça devrait être une préoccupation collective que d'arrêter d'entretenir cette peur. Donc je pense que ça, pour répondre à la première question par la deuxième, mais je pense que malheureusement, on se retrouve toujours, nous les femmes, à devoir faire le travail de pédagogie, qu'on aimerait que la société, qu'on aimerait que en fait, les structures de notre société fassent à notre place. Les structures qui sont l'éducation, la culture, les parents, malheureusement, on est obligé de le faire nous-mêmes, mais cette pédagogie, il faut la faire aussi avec son entourage avant de partir, pendant un voyage et tout ça. Ça doit surtout pas empêcher de formuler des peurs. Moi, la deuxième fois où j'ai vraiment eu peur, mais alors là, pour le coup, c'est typique, vraiment exemple typique. Tiens, j'y repense maintenant. La deuxième fois, c'était au Cambodge, et en fait, j'étais hébergée par un ami de la famille. Et c'est de lui dont j'ai eu peur. Et j'ai réalisé que en fait, c'est ma famille qui m'avait envoyée là-dedans. Et là, pour le coup, j'ai immédiatement contacté le deuxième contact que j'avais dans le pays, qui m'a exfiltrée, avec qui j'ai dormi. Je suis partie du pays. En fait, à un moment donné, c'est typique. En fait, le stéréotype de ma famille, c'était en fait, tu vas être en danger et donc on te met en contact avec des gens qu'on connaît parce que comme ça, c'est plus rassurant. En fait, c'est de lui dont j'ai eu peur, et je me suis rendu compte après que c'était une personne qui avait des raisons d'avoir peur. J'avais des raisons d'avoir peur, et j'ai fait de la pédagogie auprès de ma famille. Donc en fait, c'est malheureusement ça aussi qu'il faut faire. C'est important dans des moments où on panique, qu'on ait de bonnes raisons de paniquer ou pas, il faut savoir qui appeler. C'est pas forcément quelqu'un... en fait, c'est ça, moi je pense qu'une forme de sécurité individuelle, de sentiment de sécurité, c'est aussi de pouvoir verbaliser à un moment donné quand on a peur. Et ça c'est pas forcément... Idéalement, c'est des compagnons de voyage ou des compagnes de voyage, même parce que la confiance se fait très vite, je pense, entre femmes en voyage. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, et c'est souvent les premières discussions moi, que j'ai pu avoir. Donc c'est d'abord ça, mais c'est aussi de savoir pouvoir appeler quelqu'un qui est très loin et qui peut aider, même si elle est très loin, quoi, en fait. C'est comme ça que j'ai réglé le problème, mais... c'est un problème à régler, un peu insoluble, parce que c'est toujours devoir travailler aussi sur soi-même et sur la société. Ça ne peut être qu'un carburant pour avoir encore plus envie de changer les choses et de témoigner aussi, de profiter de faire l'expérience pour pouvoir en parler. Je pense que ça contribue à faire changer les choses. Donc voilà, je serais contente de suivre, c'est un super projet. Bravo pour le projet. Et surtout, faut y aller à fond. Héloïse, tu veux répondre? Oui, moi aussi ça me fait réfléchir sur mon expérience de voyageuse, puisque j'écris sur les expériences des autres ou sur ce qui est proposé au cinéma, mais c'est vrai que moi-même en fait j'ai l'impression que ma propre expérience est alimentée par ce que je vois, et parce que chaque année
j'essaie de faire un grand voyage parce que c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et la première fois donc, où j'ai vraiment voyagé seule en Australie, c'est vrai que la veille, j'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit mais pourquoi je fais ce projet? Ça n'a aucun sens d'aller à l'autre bout du monde, je connais personne là-bas, j'ai rien de prévu et j'ai pleuré toute la nuit parce que je me suis dit mais ça n'a aucun sens, vraiment, je comprends pas pourquoi je fais ça. Et en fait maintenant avec le recul je me dis mais c'était vraiment la plus belle année de ma vie et je ne regrette vraiment pas. Parce que sans ça, en fait, j'aurais pas fait tout ce parcours qui m'a amené jusqu'ici. Et vraiment, c'est ma plus belle expérience. Et parfois, j'aimerais bien de nouveau tout quitter et partir comme ça sur les routes. J'adore ça. Donc, je pense que c'est dur, c'est vrai, avec l'entourage. Parfois, les gens Enfin, moi, ça m'aidait pas. J'avais des amis aussi, pareil, qui me disaient mais du coup, et tes études, et ça va servir à quoi et si jamais ça se passe mal, et s'il se passe ci... Alors déjà soi-même on n'est pas trop en sécurité, on se pose plein de questions, donc déjà il y a les projections des autres qui se rajoutent. Donc c'est vrai que c'est dur parce qu'il faut dépasser ça. Ensuite une fois sur place, parfois on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Enfin, moi l'Australie vraiment c'est l'endroit où je me suis sentie le plus safe, il m'est vraiment rien arrivé pendant un an. Mais après ça ne veut pas dire que dans d'autres endroits il m'est pas arrivé d'autres choses. Enfin, je me souviens une fois j'étais seule en Turquie et dans un parc national. Et là, je ne savais plus comment me défaire d'un gars qui est venu me parler, qui me demandait si j'étais mariée et qui voulait me prendre en photo. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est un cauchemar ce truc. Et je ne sais plus comment j'ai fait, où j'ai réussi à un peu défaire son attention et à faire croire qu'il y avait une amie qui m'attendait. J'ai appelé, j'ai dit Delphine, enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Et je suis partie. Et heureusement, le gars ne m'a pas suivie, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai eu très peur. Et pareil, l'an dernier, où je suis partie pendant un mois à New York pour un voyage de recherche. Et après, j'ai voulu aller jusqu'à Miami parce que je ne connaissais pas. Et par contre, la Miami, c'est l'endroit où je me suis sentie le moins safe. Et vraiment, j'étais pas bien du tout. Parce que moi, j'ai l'habitude de tout le temps marcher. Et c'était le cas à New York. C'était pratique, tout pouvait se faire à pied. Donc, je marchais pendant des heures toute la journée. Et à Miami, non, c'est pas du tout possible. Parce qu'en fait, la ville est très étendue. Et les quartiers sont vraiment très excentrés les uns des autres. Et entre les quartiers, c'est vraiment la zone parfois, et c'est vraiment très dangereux. Et moi, je ne savais pas du tout, j'avais vraiment un point de vue très naïf, où je voyais tout le monde en voiture, je me disais, tiens, c'est bizarre, personne marche dans cette ville, il n'y a que moi qui aime bien me balader. Voilà. Et arrivé un soir, il était 20h, le soleil allait se coucher, et j'étais dans le quartier cubain, et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je rentre quand même à mon auberge de jeunesse, parce que le soleil va bientôt se coucher, il n'y a plus de transport. Et en fait, j'ai demandé à un vendeur dans une boutique s'il pouvait m'aider à trouver un bus pas loin. Et en fait, il m'a dit que j'étais folle. Il m'a dit, mais non, mais là, il m'a dit, là où entre le quartier cubain et ton auberge, c'est l'endroit le moins sûr des États-Unis où tu risques d'être violé, kidnappé, tué, volé. Moi, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, mais vraiment, il me dit, tant que tu commandes pas un Uber, je reste avec toi. Enfin, vraiment, il voulait pas me laisser partir. Donc déjà, bon, je me suis dit, ah ok, bon, un gars bien, déjà, ça m'a rassurée. Et ensuite, je me suis dit, bon, il a l'air de vraiment être sérieux quand même. Parce que moi, j'étais prête à prendre le bus, mais s'il me dit qu'il y a des gangs et que je vais être kidnappée, j'ai pas trop envie. Donc, j'ai pris un Uber. Et c'est vrai qu'avec l'Uber, on est passé dans cette zone et je me suis dit, mais en fait, c'est GTA le truc, je pensais pas que ça serait comme ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que parfois, c'est vrai que j'avais un peu un idéal où parfois ça se passe tellement bien qu'on oublie que parfois ça peut être un peu dangereux. Et donc, bon, sans que moi, ça m'empêche pas de continuer à voyager parce que j'adore ça. C'est vrai que j'ai toujours ça en tête, mais effectivement, ce que je dis souvent quand on essaie de me décourager, c'est ça, c'est que dans ma propre ville ou dans mon propre espace, dans mon propre entourage, en fait, je risque des choses. Donc, est-ce que ça sera vraiment pire là-bas? Bon, moi, je verrai des paysages et je sais pas, voilà. J'essaie de défaire le truc comme ça, quoi. Non? Pas d'autres questions? Ben, moi, j'ai l'impression aussi que ce qui est peut-être fragilisant quand on voyage seul, c'est que on disait que en fait, quand on est chez nous et à domicile, c'est tout aussi dangereux. Mais en revanche, comme c'est à domicile, on connaît d'une part les us et coutumes, on connaît, enfin, on sait, moi depuis que je suis petite, je sais par quelle rue il ne faut pas que je passe à côté de chez moi à partir d'une certaine heure. Enfin, il y a un peu aussi une cartographie qu'on a qui est transmise de génération en génération et de copine en copine.
Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, le fait que justement, en fait, peu importe l'endroit où tu vas, tu connais pas forcément le fait qu'entre le quartier cubain et l'auberge de jeunesse, c'est GTA. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ce... Est-ce que vous faites un travail maintenant quand vous voyagez en amont de vous renseigner par exemple sur est-ce que les transports en commun sont safe ou pas? Est-ce qu'il y a des quartiers qui craignent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des comportements par exemple qui sont supposés être alertants plus que d'autres? Ou alors c'est pas du tout quelque chose que vous avez envie de prendre en considération parce que ça serait trop contraignant en fait de partir du principe qu'il peut arriver malheur? Moi, comme je pense que c'est en grande partie la question du sentiment d'insécurité plus que de l'insécurité, je ressens pas le besoin de faire des recherches particulières. Par contre, je m'écoute en voyage. Je m'écoute dès que je me sens pas bien, je fais demi-tour, et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que la nouveauté en voyage, en fait, c'est toi qui choisis ton tempo en voyage. En général, dès le deuxième jour dans un lieu, tu as des habitudes, tu as des repères et tu sens déjà un petit peu les choses. Et puis surtout, dès le deuxième jour, en général, tu as déjà discuté avec des gens dans l'auberge de jeunesse ou dans l'hôtel où tu es, ou dans le Airbnb ou autre, enfin, si tu loges chez l'habitant. Donc en fait, très vite, tu as des repères. Et moi, ça fait partie des choses... La façon dont j'aime voyager aussi, c'est de prendre du temps. Donc, quand je dis prendre du temps, c'est le strict minimum, c'est de passer 3 nuits dans un lieu. Idéalement beaucoup plus, et en fait quand tu passes 3 nuits dans un lieu, en général le premier jour tu es en vraie découverte, le deuxième jour tu commences à avoir des repères, et puis le troisième jour tu as déjà des habitudes. Limite tu peux aller 3 fois dans le même café, et c'est important d'ailleurs en voyage, quand tu voyages longtemps, je trouve. Moi j'ai ressenti par moments des besoins de changer de tempo justement, de ralentir parce que ça peut être dur d'être tout le temps en déplacement, tout le temps dans la nouveauté justement, tout le temps à chercher à s'adapter à un nouveau lieu que tu connais pas, à être en plus effectivement un peu avec tes antennes, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est pas safe? En fait il suffit de ralentir un peu dans ce moment-là pour reprendre des forces, quoi. Donc voilà, moi c'est plus comme ça que je gère les choses. Moi ça dépend vraiment, parfois c'est vrai que je pense à me renseigner à l'avance. Mais c'est vrai que pour Miami, je m'étais juste dit je vais aller prendre mon auberge près de la plage, comme ça il y aura la plage. Mais après j'avais pas trop regardé, vraiment je pensais naïvement que ça serait comme New York, et New York ça allait tellement bien où je rentrais chez moi, il était minuit, et bon il y a toujours des gens parfois un peu bizarres dans la rue, mais tu changes de trottoir, voilà, puis comme tout est ouvert 24h/24, tu te dis vraiment moi New York... Je me sentais vraiment extrêmement bien. C'était la pleine nuit, je marchais toute seule dans la rue, j'étais très très bien. Donc je me suis dit, Miami, ça va être pareil. Mais c'est après coup, c'est après mon voyage que je me suis renseignée sur Miami et j'ai vu que c'était effectivement une des villes les moins sûres aux États-Unis. Donc là, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, en tout cas sur mes parcours. Mais c'est en fait vraiment ça. Je pense que quand je me renseigne pas assez sur un endroit, c'est vraiment, j'essaie de m'adapter sur place si c'est pas assez réfléchi. Par exemple, pareil en 2018, j'étais allée dans l'Ouest américain à San Francisco. Et là, par contre, ça m'avait fait un peu réfléchir parce que quand je regardais les auberges, il y avait un endroit où elles étaient toutes pas chères. Je me suis dit, tiens, ça a l'air très pratique. Et après, je me suis dit, c'est quand même louche, je vais regarder pourquoi. Et en regardant les avis, c'était vraiment pareil, le quartier le moins sûr de Tenderloin. Donc, pareil, il faut pas du tout y aller. Si vous allez à San Francisco, n'allez pas dans ce quartier. Donc, heureusement, là, j'ai su à l'avance. Et j'y étais pas, mais j'y suis passée à un moment donné, je me suis dit, ah oui, donc là, c'est vrai que ça a l'air de craindre vraiment. Et heureusement, ça allait, mais bon, parfois, on connaît pas à l'avance comment sera un endroit, donc on peut pas tout prévoir. Et une fois, je suis rentrée tard à San Francisco, je suis passée par un autre quartier que je connaissais pas. Et là, pareil, vraiment, j'ai eu très peur et j'ai dû faire, comme ce que je disais tout à l'heure de Sarah Marquis, j'ai mis un anorak. Vraiment, on voyait à peine mon visage, j'ai mis des lunettes, je me suis dit, comme ça on voit pas trop à ma démarche ou à ma forme si je suis une femme ou pas. Et vraiment, j'ai tracé. Je me suis dit, il faut pas que je sorte de carte ou de portable parce qu'on va deviner que je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Donc tant pis, je trace, je sais pas où je vais. Mais en fait, parfois, oui, c'est vrai que on fonctionne un peu à l'instinct où je réfléchis pas trop et je me dis, juste là, si ça craint et j'ai peur, je continue à marcher, on verra bien, peut-être dans 5, 10 minutes, 15 minutes, ça ira peut-être mieux. Mais parfois, c'est un peu l'adaptation sur le moment, en fait. Moi, je fais aussi attention à mes ressentis, et dès que je sens un truc
qui craint pour ma sécurité, je réfléchis plus trop. Je fais un peu comme ça. Voilà. Et juste un petit complément, c'est qu'on sous-estime, enfin je sais pas si on sous-estime, mais dans les voyages au long cours, pour le coup, moi en Asie c'est des autoroutes à touristes. Vraiment, les pays notamment d'Asie du Sud-Est sont des autoroutes à touristes. Et d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse, on est capable de repérer des gens qui font typiquement le Vietnam. Bah ouais, il y a plein de gens qui remontent, qui descendent le pays et puis une fois que si t'es dans un sens, moi c'est ça que je suis arrivée au sud du Vietnam, j'allais au nord, j'ai en fait fait un bout du trajet avec des gens qui faisaient le même trajet, quoi. Et donc déjà il y a ça, mais du coup dans ces endroits où il y a énormément de touristes et d'auberges de jeunesse, les auberges de jeunesse c'est vraiment des lieux de bouche à oreille, d'échange d'informations informels, super importants, et je pense qu'on les sous-estime avant de partir, on s'en rend compte un peu sur le moment. C'est des mines d'or quoi en termes d'information quand on est un peu en stress sur un lieu où on va aller après, parce que souvent en fait on croise dans l'auberge des gens qui en viennent de ces lieux là, et du coup voilà. Après moi ça m'a sauvée aussi dans des moments tout simplement je sais pas, je suis arrivée en Mauritanie un jour, il y avait aucun distributeur nulle part, j'avais zéro sous, c'est grâce à l'auberge de jeunesse que j'ai pu me débrouiller, donc c'est aussi vraiment la solidarité entre voyageurs et voyageuses, on ne peut pas insister plus dessus, je pense, mais c'est très important. Et pas que entre voyageurs et voyageuses, d'ailleurs. Enfin, le simple fait d'être une femme seule, souvent, crée une connivence. Enfin, moi, j'ai beaucoup de femmes dans les pays où j'ai été qui étaient étonnées de me voir voyager seule et qui, du coup, voulaient en savoir plus. Enfin, il y avait aussi cette connivence et donc parfois cette solidarité qui se créait avec des femmes des pays que j'ai pu visiter, qui sont aussi du coup des soutiens très importants s'il y a une galère, quoi. Du coup, je voulais savoir si durant vos voyages solo, vous passiez les 3/4 du temps toute seule, ou si quand même vous passiez du temps avec des gens, des locaux, parce que c'est vrai qu'en voyageant seul, on peut très vite se retrouver, de ressentir une solitude encore plus amplifiée, parce qu'on peut être soit loin de son pays, soit on a des barrières du langage, soit on ne sait pas trop comment aller voir les gens, tout simplement. Donc je voulais savoir ça. Là, pareil, moi ça dépend des voyages. Par exemple, l'an dernier, quand je suis partie à New York pour mon séjour de recherche, je m'étais dit je vais sûrement rencontrer des gens sur place. Et j'étais assez surprise. Enfin, c'était un mois au début un peu difficile parce que en fait, j'arrivais pas du tout à faire des rencontres, contrairement à d'autres endroits. Mais au final, ça m'a pas manqué. Enfin, j'avais besoin de ce mois où vraiment je devais être seule avec moi-même, parce que j'aime bien aussi juste être seule parfois en voyage, c'est aussi agréable. Et c'est par contre quand je suis allée à Miami où là, ça n'arrêtait pas en fait dans l'auberge de jeunesse, je me suis jamais retrouvée seule. Donc, parfois je faisais des activités dans la journée avec des Américaines que j'avais rencontrées. Pareil, j'ai rencontré 2 Français avec qui on s'est super bien entendu, on a passé toute l'après-midi ensemble. Et en fait, j'aime bien aussi parfois cet hasard des rencontres où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Où moi, je pensais vraiment plus le contraire, en fait. Rencontrer d'autres chercheurs à New York et ensuite à Miami, être seule, être tranquille. Et ça a été le contraire, mais en fait, c'était quand même très bien. Donc parfois, j'essaie d'alterner. Quand j'étais en Australie, comme c'était vraiment sur le temps long, parce que c'était un an, là, c'était différent parce que j'alternais. Enfin, les 3 premiers mois, j'étais au pair dans une famille. Donc j'avais besoin, je pense, d'une sécurité. Et un peu de reconstituer une famille ailleurs, parce que c'était beaucoup trop loin et trop d'inconnus pour moi, donc je pense que j'avais besoin de stabilité. Et après ça, comme je suis partie 1 mois en Nouvelle-Zélande, là forcément sur mon chemin, comme tu disais, on retrouve parfois les mêmes personnes, c'était très drôle. Sur mon parcours en Nouvelle-Zélande, je rencontrais à chaque fois, 1 fois sur 2, les mêmes personnes d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Donc on n'est jamais vraiment seul, et je trouvais ça très agréable, parce qu'en fait, on peut très bien combiner des moments où on va avoir toute une journée, on est un peu en introspection, juste avec soi-même. Et moi, j'aime beaucoup, je me parle toute seule, j'ai l'impression d'être amie avec moi-même, donc j'aime bien faire ça. Et en même temps, le lendemain, on est avec un groupe et on partage plein de choses, donc c'est vraiment super. Donc j'aimais bien pour ça, en fait, l'Australie, à la fois travailler, économiser, puis financer mon travail, puis dès que j'avais plus trop de sous, je recommençais un peu à travailler.
Puis je revoyageais un peu et donc ça alternait à la fois des moments de pause où j'avais un petit peu une maison pendant 1 mois ou 3 semaines et puis de nouveau j'étais après sur les routes et ça c'était vraiment, vraiment chouette. Donc je pense que ça... Ouais, pareil, là je saurais pas dire à l'avance, enfin, je trouve que on peut pas trop le prédire, mais souvent j'ai l'impression que ça se fait tout seul, quoi, sans que je le réfléchisse et c'est assez soulageant même. Parce que quand parfois on est dans... un peu notre urgence, je veux dire, du quotidien, on a l'habitude de tout programmer, de savoir vraiment du début à la fin de la journée ce qu'on va faire. Moi j'étais aussi beaucoup comme ça, un peu dans le contrôle avant, et en fait j'ai découvert vraiment avec ce voyage d'1 an que c'était agréable de lâcher prise et de vraiment laisser faire, que parfois les choses venaient toutes seules comme ça et qu'il n'y avait pas besoin de prévoir pendant 1 an tout ce que j'allais faire en voyage, et ça c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais, je sais pas Peut-être vas-y si tu veux, mais je répondrai après. Non, mais juste, je reviens parce que du coup, tu as travaillé sur le concept de renouveau et il y a un film qui s'appelle Nomadland. Du coup, en fait, dans ce que tu disais, dans l'aspect hyper cyclique ou quoi, on retrouve beaucoup ça dans ce film où en fait, elle va avoir les mêmes emplois, donc saisonniers à un moment, et où en fait, elle va. Le tracé de sa route, il est quand même assez spécifique. Et voilà, je voulais savoir si tu avais parlé de ce film dans tes recherches ou vers quoi tu orientais tes recherches. Pour le moment, j'en ai pas encore parlé dans ma thèse parce qu'en fait, le problème, c'est que comme j'ai pas fermé mon corpus, dès qu'il y en a un qui sort, j'ai l'impression que je le rajoute à mon corpus où il y a déjà trop de films et donc j'arrive pas à m'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le film était très intéressant, sachant qu'il est réalisé par Chloé Zhao, une femme, donc j'ai pas beaucoup non plus de films réalisés par des femmes dans mon corpus, à part Wendy et Lucy de Kelly Reichardt, mais c'est plus un anti-road movie parce que comme sa voiture tombe en panne, elle est empêchée, donc elle prend pas vraiment la route. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque un peu. Ou alors, il y a American Honey dont je parlais tout à l'heure, qui est réalisé par Andrea Arnold, que pour moi vraiment est un de mes road movies préférés. Donc Nomadland, je sais pas si je pourrais l'étudier dans ma thèse. Pour le moment, j'ai fait croire à mon directeur de recherche, il m'a dit oui, vous le mettez dans votre thèse. Je dis oui, mais je sais pas si je vais le faire en fait. Parce que le temps me manque et si je veux finir cette année-là, il faut que j'arrête d'en rajouter trop. Mais c'est vrai que la tentation est grande, mais peut-être que je vais le mettre. Je sais pas si je reviendrai, oui, tu peux rien avoir, mais la solitude. Mais sur la solitude, quand même, moi, ce que j'ai découvert en voyage, c'est au contraire le risque d'être coupé de ton voyage par le fait de passer ton temps avec d'autres voyageurs. Ça, c'est un vrai risque. Parce que moi, donc, en fait, j'étais plutôt à chercher à éviter. Donc j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais plutôt en mode, parce que c'était important à la fois pour avoir de l'information et pour cette solidarité qui existe entre voyageuses, mais par contre j'étais plutôt en chercher à pas trop passer de temps avec d'autres voyageuses ou de voyageurs, parce qu'en fait c'est le meilleur moyen d'être coupé de tout échange avec les gens du pays que tu visites, quoi. Malheureusement. Et au contraire, l'avantage, le vrai bénéfice de voyager seul, c'est que ça facilite l'échange avec les gens du pays que tu visites. Donc c'est génial pour ça. Après, moi, je cherchais aussi cette solitude. Je l'ai découverte en voyage, ma solitude. Et j'ai découvert que c'était génial d'avoir du temps, c'est un privilège d'être dans une bulle comme ça. Pendant une période de ta vie et qui peut ça peut être des moments aussi de découverte de soi-même très importante. Moi j'ai découvert à ce moment-là que j'aimais écrire. C'est quand même une chouette découverte dans une vie, quoi. Donc c'est bien aussi je pense pas faut vraiment s'écouter. Faut pas forcément avoir d'emblée peur de la solitude mais simplement s'écouter et être certaine que si tu te sens trop seule, tu trouveras toujours d'autres personnes autour de toi. On n'est jamais seul en voyage, quoi. Mais à l'inverse, moi, c'était plutôt l'inverse. C'était laissez-moi tranquille. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Moi, la dernière question, du coup, ce serait quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner à une voyageuse seule ? À une femme qui s'apprête à partir en voyage seule pour la première fois. De ne pas prendre de billet de retour ou de partir avec un moyen en vélo, c'est parfait parce que tu choisis ta date de retour.
Moi, j'étais partie avec un aller... c'est-à-dire, j'ai fait une fois le coup de partir avec un aller simple sans savoir absolument, vraiment pas quand je reviendrai. Je suis revenue 7 mois après. J'étais pas seule. Et la deuxième fois, je suis partie avec un billet aller, un billet retour. Mais le billet retour, c'était dans un pays beaucoup plus lointain. Enfin, je savais pas ce que j'avais fait entre les deux. C'est vraiment absolument... je pense que c'est super important de garder le maximum de liberté pour pouvoir choisir quasiment du jour au lendemain ce que tu vas faire le lendemain. C'est pareil, c'est un truc quand même assez rare dans une vie de pouvoir faire ça. Donc, s'octroyer cette liberté pour de vrai, donc de ne pas se mettre des contraintes à son voyage. Moi, je voudrais pas trop dire des banalités parce qu'on a dit beaucoup de choses et je pense que ce qui me vient en premier, c'est vrai que c'est comme ce que tu as dit par rapport à l'intuition, de suivre son intuition. Je pense que c'est vraiment ce que j'essaie de le plus écouter en voyage, pas que par rapport aux risques, aux dangers, mais vraiment aussi par rapport à tout ce qui peut être positif. Comme tout à l'heure, quand je parlais de lâcher prise, pour moi, ça c'est quelque chose que je connaissais pas trop avant de voyager comme ça, seule. Sur le long terme, où je pense qu'il y avait beaucoup de peur et beaucoup de restrictions que je me mettais, où je me disais que c'était peut-être plus confortable de voyager avec une amie ou je sais pas. Et maintenant, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Pour moi, c'est comme quelque chose un peu de thérapeutique, quoi, de partir à l'autre bout, de connaître personne, de rien connaître de cet endroit. Et j'ai l'impression de devoir tout avoir à refaire. Et c'est là où je peux être en introspection. Et je pense que c'est ça qui me plaît dans le fait de voyager seul, loin. C'est cette espèce de lâcher prise et de s'attendre à rien, en fait, vraiment. Que chaque jour, on peut être surpris par des nouvelles choses sans savoir. Et moi, j'aime bien faire aussi attention parfois aux synchronicités. Bon, ça c'est mon truc, mais c'est vrai que souvent, ça va avec l'intuition, mais je vais choisir, par exemple, un restaurant. Si j'entends qu'il y a ma chanson préférée, la dernière fois... En septembre dernier, j'étais allée à Copenhague et il y avait Stand By Me qui passait. Je me suis dit, c'est là que je vais aller passer ma soirée. Et parfois, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme des messages, des musiques, je sais pas, des rencontres qui vont faire écho à des choses. Et je me dis, mais c'est parfait, c'est exactement comme ça devait se passer, mais pas dans une idée de perfection, en plus dans une idée de... Je m'y attendais pas et tiens, ça se déroule comme ça, mais c'est super. Vraiment, il n'y avait aucune attente et c'est quand même très bien. Donc je pense que c'est plus mon conseil sur l'intuition et le fait de rester ouvert en fait à la surprise, parce que moi ça je connaissais pas autant, c'est vrai, avant le voyage. Merci beaucoup, merci Louise, merci Charlotte. Alors Charlotte, on peut retrouver ton travail, en tout cas on peut retrouver une partie de ton travail, à savoir le livre Le féminisme pour sauver la planète, la fin, qui a été publié en fin 2021 mais qu'on peut encore trouver en librairie. On peut te retrouver sur Instagram. Et Louise, on peut lire ton article Analyse à l'intersectionnalité. Faut que t'arrêtes de faire des titres aussi. Mais en fait, c'est un numéro de revue. Donc j'ai fait un article. Mais... Dans la revue Mise au Point, on peut lire une partie de son travail. Et surtout, je vous conseille d'écouter l'épisode du podcast Cinéra Meuf, dans lequel tu as invité sur justement Thelma et Louise, qui est super et qui analyse très bien en quoi Thelma et Louise est féministe ou pas. Et encore, en tout cas, il traduit du regard patriarcal, de la réalité patriarcale des femmes quand elles voyagent, mais qu'elles sont aussi autonomes d'une certaine manière. Vous pouvez suivre le réseau de la LIE pour savoir quelles seront les prochaines rencontres et conférences et événements. Il y a plein de choses qui se passent, notamment une bourse pour les associations étudiantes. Donc si vous avez des projets d'associations étudiantes liés au voyage, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.